Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un point lecture de toutes mes dernières lectures, si je puis dire. Donc il y a du décembre et il y a du janvier. Voilà. J'ai enlevé tout ce que j'avais déjà chroniqué concernant les votes des abonnés sur Insta pour les lectures. Et donc du coup vous aurez comme d'hab un autre point lecture à barre pour ces titres-là. Je vais commencer parce que j'ai quand même 6 lectures à vous présenter. Je vais les présenter dans l'ordre que je les ai lus. Donc voilà. J'ai lu avec Lully le premier tome de la deuxième époque de l'Assassin Royal aux éditions J'ai lu. Il contient les tomes 7, 8 et 9 de la version poche. C'est une belle bricasse. On retrouve Fitz qu'on avait quitté depuis pas mal de temps avec Lully. Parce qu'on avait lu, donc nous on avait lu la première époque il y a 2-3 ans. Après on a lu Les Aventuriers de la Mer. Et là on vient d'arriver sur l'Assassin Royal, donc la deuxième époque. On retrouve Fitz. Ça se passe 15 ans après les événements de la dernière intégrale de l'Assassin Royal. Euh, que dire On va retrouver Fitz un peu isolé, un peu dans son coin, qui mène sa petite vie un peu oubliée de tous, avec ses démons et ses problèmes. Il va être accompagné de son loup. Voilà, donc ils vont tous les deux vivre un peu reculés dans leur espace. Et un événement va les obliger à retourner à la cour de Castelcer. Voilà. Le premier tome de cette intégrale était assez long, assez compliqué. Robin Holmes se sert de ce premier tome pour replacer tout le contexte de tous ces personnages, de tout ce qui s'est passé, etc. au niveau de Fitz, quels ont été ses ressentis. Et on retrouve vraiment un Fitz insupportable. Je sais pas comment dire. Ça a été une tannée pour lire ce bouquin à cause de Fitz. Parce que dans les aventures de la mer, je trouve qu'elle avait trouvé un bon rythme en nous faisant jongler de plusieurs points de vue, donc ça donnait quelque chose d'addictif. Dans l'Assassin Royal, on est vraiment tout le temps qu'avec Fitz, dans la tête de Fitz. Et Fitz, c'est pas le gars qui est un peu youpala youboum, quoi. Il est tout le temps déprimé, il est tout le temps en plein doute. Il se pose toujours 20 000 questions qui sont parfois un peu inutiles. Donc du coup voilà, ça a été très compliqué de lire le premier tome avec tout ce qu'il y avait dans la tête de Fitz. Et en fait à la fin du premier tome va y avoir les événements qui vont se mettre en place et donc on va enfin savoir sur quoi va tourner un peu l'histoire. Et ça a rendu le tome 2 déjà beaucoup plus intéressant. Le tome 3 finit en apothéose. J'ai un peu hâte qu'on découvre du coup la dernière partie de cette deuxième époque avec Lully, qui sera lu du coup je pense en mars on avait dit. Donc voilà, je reste quand même assez dubitatif sur cette saga de l'Assassin Royal parce que moi je sais que Fitz, j'ai vraiment du mal avec lui. Et le fait d'être complètement isolé dans sa tête me réfrène un peu. J'espère que ça va aller dans les prochains tomes parce que là ça commençait à devenir intéressant ce qui se passait. Après c'est comme souvent, hein, le premier tome d'une fantasy, c'est vraiment la mise en place de l'univers. Et là en plus les choses ont bougé en 15 ans. Donc voilà, il faut redécouvrir un peu tout ce qui a changé, les intrigues, etc., comment on veut évoluer nos personnages. Et je trouve que Robin Hobb le gère plutôt bien et elle arrive plutôt bien à remettre tout en place au niveau de son univers, au niveau de ses personnages, etc., pour nous remettre le contexte et tout ce qui s'ensuit, pour nous recréer des relations intéressantes. Mais c'est vrai que, waouh, le premier tome de cette intégrale, j'ai trouvé qu'il fallait s'accrocher et Lully avait à peu près le même sentiment que moi, que Fitz, il est insupportable quoi. C'est vraiment le gros défaut de ce livre, c'est Fitz, le personnage principal. Mais après, on s'attache, voilà, on retrouve nos personnages, tous les personnages qu'on appréciait. On retrouve les émotions que c'est transmettre Robin Hobb, les relations qu'elle a envers les animaux, les femmes et toutes les choses qu'elle défend, on les retrouve assez vite, donc c'était très touchant de découvrir cet univers. Voilà. Autre titre que j'ai lu, alors lui je l'ai fait en audio, c'est le tome 3 de la saga de Ludivine Vanker, donc c'est L'Appel du Néant de Maxime Chatan aux éditions Pocket. En 2024, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Le tome 2, c'était La Patience du Diable. J'avais bien aimé ce tome 2, et donc du coup, quand je suis allé au tome 3, j'étais plutôt confiant. Je suis arrivé dans ce tome 3 qui va raconter, en gros, Ludivine Vanker et son équipe vont être appelés à enquêter sur un suicide, enfin, ce qui ressemble à être un suicide, d'un homme qui a été fauché par un train. J'ai le chat qui râle à côté, c'est magnifique. Euh, qui a été fauché par un train. Et en fait, ce qui est très suspicieux, c'est que cet homme, juste à côté de son corps, se trouve beaucoup d'argent.
ou beaucoup de drogue, je sais plus, un des deux. Soit de la drogue, soit de l'argent, mais vraiment un truc énorme. Et on se dit, mais c'est pas possible s'il a été tué, qu'on laisse ça à côté, quoi. Ça représente énormément d'argent, donc je crois que c'était de la drogue, et ça représente énormément d'argent, c'est pas logique qu'on ait ça, quoi. Voilà, donc on va en arriver sur ça, et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Pardon, le chat qui fait n'importe quoi. Beaucoup de choses qui sont cachées de la personnalité de la victime, et en creusant, ils vont découvrir un peu le poteau rose. Je n'ai pas aimé ce titre que j'ai trouvé beaucoup trop long, beaucoup trop politique, beaucoup de blabla. Je ne veux pas vous dire la thématique parce que je pense que c'est assez spoilant. Elle n'est pas dit dans la couverture, elle est pas dit dans la quatrième. Et en plus, je trouve que voilà, même si elle arrive assez vite, il vaut mieux se laisser porter et la découvrir. Mais c'est vrai que bah, Maxime Chatham, il donne son avis sur tout ce qui est démocratie, religion et tout. Et je trouve que c'est un peu lourd à la longue, surtout que lui il fait un peu plus de 600 pages je crois, ouais 638 pages, où en gros on a des rebondissements à droite à gauche, on a des révélations qui tombent un peu à volo, on a, euh, on a un personnage de Ludivine qui normalement été traumatisé de ce qui s'est passé dans le tome 2 et en fin de compte ça va super bien. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ce titre. Je n'ai pas eu autant d'affect avec l'équipe. Là, on est vraiment centré sur Ludivine, alors que dans le deuxième tome, on avait vraiment un panel sur tous les enquêteurs qui l'accompagnaient. Et là, on était vraiment centré sur Ludivine et sa relation avec un autre personnage. Et je sais pas, j'ai trouvé ça long, chiant. En plus, ouais, le sujet est. Enfin, c'est un sujet qui est pas facile à traiter, je pense, qui est assez casse-gueule, et en plus, bah, je trouve qu'il y est pas arrivé, pour moi. Donc il me reste le dernier tome de cette saga, donc qui est La Conscience du Prédateur, qu'il a écrit des années après. Je pense que je vais le lire cette année, hein, comme ça j'aurai fini cette saga, ou je serai à jour du moins, sur celle-là. Ouais, j'ai trouvé ça... Bon, c'est du Maxime Chatham, ça se lit bien, c'est... Mais trop de politique pour moi, et ça m'a carrément cassé mon rythme de cette lecture. Voilà, donc pour ce qui est du Maxime Chatham, L'appel du néant. Un titre que j'ai adoré, qui m'a accompagné sur la fin de décembre. Alors, pas totalement, parce qu'il y a eu un autre titre qui m'a accompagné sur la fin de décembre, mais je l'ai mis en pause parce que il révélait le côté misant, mais ça, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. C'est La Fournaise de TJ Klune, donc c'est le tome 3 de sa saga Les Extraordinaires, aux éditions de Saxus. On va suivre Nick, qui est un jeune homme qui vit dans un monde où il y a les super-héros, et lui, il rêve d'être un super-héros aussi. Il écrit des fanfictions sur deux personnages qui se font la guerre. Il souffre d'un TDAH, donc voilà, c'est très bien traité à ce niveau-là, et il va au lycée classiquement. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a perdu sa maman il y a quelques années, et ce traumatisme l'a un peu marqué, et son père est flic. Voilà, c'est à peu près pour vous dégrossir la chose. Et Nick, voilà, lui, il a qu'un seul objectif dans sa vie, c'est de devenir un extraordinaire, donc quelqu'un avec un super pouvoir, donc il va tout faire pour avoir des super pouvoirs, quitte à se mettre dans des situations un peu grotesques. J'avais lu le premier tome, j'avais dit que c'était assez sympa, que ça se passe, enfin, que c'était facile à lire et tout. C'était une découverte pour moi de la plume de TJ Klune. Et après est arrivé le tome 2, et arrivé une scène dans le tome 2 où je me souviens que j'étais au bord des larmes en train de bouffer les pages qui se défilaient devant moi, et supplier TJ Klune de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est là où je me suis dit, attends, mais je suis peut-être un peu trop attaché au personnage. Et là, dans ce tome 3, qui sert de grand final à l'histoire, où il va devoir clôturer tous les arcs narratifs et tout ce qui en s'ensuit, j'ai beaucoup aimé ce titre qui... cette saga, en fait, c'est un coup de cœur, tout simplement, voilà, qui est vraiment sur la tolérance, sur l'acceptation de soi, sur le fait que bah, on n'a pas besoin de super pouvoirs pour être forcément extraordinaire, que il y a des jours où c'est pas facile la vie, il y a des jours où c'est plus simple, et il faut pas se dire que voilà, que tout est rose et tout est bon par partout, et que même dans les pires moments on peut trouver des solutions. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le personnage de Nick, qui m'a énervé, qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire, qui m'a fait pleurer, qui m'a rappelé moi quand j'étais lycéen, et que je savais pas trop ce que je voulais, je savais pas trop ce que je voulais faire, je voulais
attirer l'attention, mais en même temps être l'homme le plus discret du monde. J'en avais marre quand j'attirais trop l'attention. Voilà, Nick est aussi gay, donc évidemment il y a eu énormément d'écho en moi, parce que bon, même si le lycée commence à être loin, il est pas si loin comparé à d'autres. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui me sont revenues. Ma génération, voilà, du lycée a eu les mêmes problèmes que cette génération-là. Et voilà, c'est un gros coup de cœur aussi pour la plume de TJ Klune, qui est toujours dans la compassion, dans la douceur et dans l'émotion. Et c'est une saga que j'ai pas vu beaucoup tourner de cet auteur et que je trouve assez dommage, parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment géniale. Alors j'ai pas encore lu La maison au milieu de la mer sibérienne, ou Sous la porte qui chuchote, ou je sais pas quoi là. Et il y a aussi La vie des pantins là. Et j'ai ces trois titres dans ma palle, donc ces trois titres que par contre là j'ai vu beaucoup tourner, surtout La maison au milieu de la mer sibérienne. Mais c'est vrai que celle-là, je l'ai pas vu beaucoup tourner, donc du coup, je me suis dit, je vais lui laisser sa chance sur cette saga. Et j'ai bien fait, parce que du coup, ça a été une énorme découverte. Ça m'a fait plaisir de découvrir un univers de super-héros qui se prend pas la tête, qui est facile, qui, voilà. J'avais l'impression de regarder des épisodes de Smallville quand il y avait les arcs de super-héros, donc c'était classique, c'était efficace, ça cassait pas trois pattes à un canard. Mais je trouve que voilà, TJ Klune, il a su amener tout ce qu'il fallait, l'homosexualité, le TDAH, l'amitié, tout était très bien traité, la relation père-fils aussi. Parce que c'est vrai que du coup, Nick, comme je vous disais, il a perdu sa maman. Et donc le seul truc qui lui reste de sa famille, c'est son père. Et ça n'a pas été facile, leur relation. Son père m'a fait exploser de rire je ne sais combien de fois. Parce qu'en plus, son père, bah, il doit apprendre à gérer le TDAH. Il doit apprendre à gérer un peu aussi l'homosexualité. C'est quand même pas évident pour nos proches. Pour être passé par là, c'est pas facile quand tu annonces à tes parents que tu es gay. Tu sais jamais comment ça va se passer, surtout quand tu entends souvent les pires choses. Donc évidemment que les parents l'acceptent pas, etc., qu'il y a des enfants qui se retrouvent à la rue, mais il y a aussi des parents qui sont très compréhensifs et qui s'intéressent à tout pour que ça se passe le mieux. Et cette relation qu'a Nick avec son père, bah, c'est un peu la relation que j'ai avec mon père, donc ça m'a beaucoup touché. Voilà, avec cette idée-là. Bref, énormément de plaisir de lire cette saga, et elle va rester dans ma bibliothèque, et je pense qu'un jour je la relirai, parce que c'était vraiment, c'était du bonbon quoi, c'était doux, c'était plaisant, c'était voilà, agréable. Pas d'autre chose à dire, agréable. Et je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore lu, parce que franchement, waouh, j'en ai ri. Alors le premier tome est très très classique, hein. Je pense que oui, le premier tome, c'est très simple, très efficace. Ça casse pas trois pattes à un canard le premier tome, mais à partir du deuxième tome, franchement, moi j'ai été séduit, hein. Et je suis même triste d'avoir fini cette saga, mais bon, toute bonne chose a une fin, et je trouve que elle était juste géniale. Ensuite, j'ai lu 1793 de Niklas Natt Ojdas aux éditions Pocket. C'était un cadeau de Caro il y a quelques années déjà. Je, ouais, je l'ai enfin lu. Dans ce titre, on va suivre deux personnages. On va suivre Cardell et Winge. Cardell, c'est un vétéran de la guerre. Il a perdu un bras. Il vit avec une prothèse. Et Winge, c'est un juriste, je crois. C'est ça, c'est un juriste qui est très malade, et ils vont être amenés à travailler ensemble pour résoudre une enquête où en gros ils retrouvent un tronc, ouais c'est ça, un tronc d'un homme avec juste sa tête, je crois, des dents cassées et tout, enfin bref, le cadavre le plus horrible possible que vous pouvez imaginer. Et ils vont être amenés du coup à mener cette enquête en pleine période de 1793, donc avec la Révolution française qui a été il n'y a pas très longtemps, qui coupe la tête des rois et tout, et qui fait que l'Europe est un peu bouleversée. Et nous, on va être en Suède, je crois. Je crois que c'est en Suède. Oui, je crois que c'est en Suède. C'est ça, en Suède, en 1793. J'ai trouvé ce titre sympa. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les deux enquêteurs, enfin, du coup, le juriste et le vétéran, Cardell et Winge. J'ai beaucoup aimé leur relation à tous les deux, comment ils fonctionnaient et tout. Le roman est coupé en 4 parties, une par saison, si je puis dire. Et il y a une partie que je n'ai pas compris à quoi elle servait, qu'est-ce qu'elle faisait là. Parce que vraiment, pour moi, elle apportait rien à l'histoire. Alors peut-être qu'elle servira, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a un tome 2 et un tome 3, donc 1794 et 1795. Mais c'est vrai que du coup, j'ai un peu eu du mal euh, sur cette partie-là. En plus, je l'ai trouvée très longue, cette partie, qui pour moi n'apportait rien à l'histoire.
Pour ceux qui savent, qui connaissent l'histoire, c'est celle qui se passe en, en été, je crois. Je veux pas trop vous spoil, mais bon, pour ceux qui l'ont lu, c'est celle qui se passe. C'est la troisième partie. Voilà, pour ceux qui connaissent le roman, la troisième partie qui se passe du coup, je crois, en été. Ouais, j'ai pas compris ce principe de l'histoire, voilà, de ces personnages, parce que du coup, chaque partie met en avant un personnage. Et c'est vrai que celui-là, j'ai pas compris. C'est le seul bémol que j'ai trouvé à cette histoire, sinon c'est efficace, c'est puissant. Il y a quand même un truc qui m'a perturbé, c'est dégueulasse. Enfin, il y a des scènes qui sont dégueulasses, qui sont horribles. Tu te dis, mais comment on autorise le monde à être comme ça, quoi. J'ai été un peu surpris de la fin, qu'il choisisse ce point d'entrée-là pour résoudre son enquête. Je trouve que même parfois c'est un peu rapide, un peu. Enfin voilà, j'ai eu un moment l'impression qu'ils savaient pas trop comment faire avancer ces personnages et du coup, pouf, hop, on va faire un petit truc comme ça et ça va les faire avancer. Mais voilà, sinon c'était efficace, c'était dégueulasse, c'était sanglant, c'était tout ce qui peut plaire dans un thriller y est. Est-ce que c'est un. Alors, je pense que moi, la manière dont est découpé le roman a cassé le côté page-turner. Je pense que, voilà, c'est peut-être le seul reproche que je peux lui faire, c'est que, vu qu'il est séparé en 4 parties, je trouve que ça casse le rythme du page-turner et que c'est dommage. Voilà, pour ce qui est de 1793 de Niklas Nash Ojdak. Ensuite, on va aller sur un de mes coups de cœur de fantasy de 2025. Oui, parce que je viens de le lire et j'ai adoré. Enfin, pour le moment, ce n'est qu'un premier tome, enfin qu'une première partie d'un premier tome. C'est La Guilde des Ombres de Anna Trist, le tome 1, Le Don de Mort, que j'ai aux éditions Pocket. C'est un achat que j'avais fait quand on l'avait vu beaucoup tourner en 2023. C'est ça, en 2023, quand il est sorti, on le voyait partout et j'avais acheté le tome 1, j'avais dit que je tenterais, j'ai attendu 2025 pour tenter et je l'ai lu en lecture commune avec Lully. Que dire? Alors, dans la Guilde des Ombres, on va suivre Panama, c'est ça dans mes souvenirs? Son prénom, ouais, c'est Panama, qui est une jeune fille qui a un pouvoir un peu spécial. Elle est capable de tuer les gens avec son toucher, juste avec son toucher. Et elle va être recrutée par deux elfes pour rejoindre ce qu'ils appellent la Guilde des Ombres et ils vont la former à devenir une assassin. Il faut savoir que cette Guilde des Ombres est surtout réputée pour être avec que des personnes, des elfes et Panama va être la première humaine à être recrutée et en plus c'est l'une des seules à avoir ce don de mort. Et il faut savoir que la Guilde des Ombres est réputée dans leur cité pour avoir comme déesse la déesse de la mort. Donc vraiment, ils partent du principe que Panama est un peu béni de cette déesse, donc il faut à tout prix la former et tout. Et avoir beaucoup de dissensions dans la Guilde des Ombres pour savoir comment on va la gérer. Et on va partir du coup avec Panama, on va découvrir l'univers de ses yeux, on va découvrir comment elle va se former, comment elle va obtenir son titre d'assassin, et elle va passer des épreuves, elle va suivre des cours et tout. Alors moi quand je l'avais entendu parler de ces titres, on m'avait dit, tu verras, c'est un Nevernight like, le titre de G. Christophe. Alors moi, Nevernight, pour ceux qui ne savent pas, j'ai adoré le premier tome, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome, j'ai détesté le troisième tome, ce troisième tome n'existe pas pour moi. Et donc j'étais un peu en mode, ouais bon, si on me dit que c'est un Nevernight, j'espère qu'on va pas faire comme Nevernight justement à la fin. Et j'avoue que j'ai trouvé que le premier tome était beaucoup plus addictif que Nevernight. Alors c'est vrai qu'on a le coup de la jeune fille qui va se former dans une école d'assassins, qui va suivre des cours et tout. Et c'est vrai que ça a le même schéma, mais je trouve que Anatrice a su à rendre son histoire beaucoup plus addictif, beaucoup plus passionnant que ce qu'avait réussi à faire G. Christophe. Alors G. Christophe, il manie très bien l'humour, ce qui rend le titre très efficace. Là, je trouve que vraiment l'univers est bien construit, on a envie d'en apprendre plus. Alors par contre, au début, les 100 premières pages, pouf, t'en bouffes hein, de l'histoire de l'univers et tout, c'est un peu voilà, avale tout ça et digère-le comme tu le peux. J'avoue qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai pas retenues, je pense, sur l'univers et que je vais sûrement redécouvrir au fur et à mesure de l'histoire. En plus, on arrive, vous ouvrez le bouquin, vous avez une carte, hein, vous avez un arbre géologique, et après vous avez tous les personnages, le glossaire de tous les personnages. Et vous dites, mais mon dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir?
Donc déjà il y a ça, mais en vrai je les ai passés et je me suis laissé porter par l'histoire et ça se lit très bien, c'est très fluide et on intègre vite les choses, les relations entre les personnages, leur place dans la hiérarchie au niveau de la guilde des ombres et tout. Donc c'était très intéressant. J'ai un peu peur pour la suite de la saga parce qu'on m'a dit que la suite de la saga c'était un peu du Jennifer Alarme en trop, quoi. Ça saute de partout, ça couche avec tout le monde. Donc j'ai un peu peur pour la suite, à voir ce que ça va donner. La Panama, elle était jeune, hein. On l'a un peu suivi de ses 10 ans à ses 15 ans là, à peu près. Donc elle était un peu jeune, donc heureusement qu'il n'y a pas eu trop de bim bam. Ça aurait été un peu gênant à voir par la suite ce que ça va donner. Mais j'en ai parlé avec Megan, donc de Madame Point Virgule, qui elle a lu les 2 premiers tomes et qu'elle a adoré, enfin les 2 premiers tomes, les 4 premiers tomes au Pocket, qu'elle a adoré et qui disait que il faut passer le 2e tome. Elle m'a dit passe le 2e tome et après tu vas voir ça va aller mieux. Le 2e tome est le plus compliqué pour le moment de la saga de ce que j'ai compris. Donc à voir ce que ça va donner. Et ce titre, je l'ai acheté en janvier. J'avais d'ailleurs dit que pour moi, l'année ne pouvait commencer que à partir du moment où j'avais acquis ce titre. Et je l'ai déjà lu parce que, évidemment, bon, c'est le dernier Lisa Garner, dernière soirée aux éditions Albin Michel. Albin Michel. Et c'est le tome 2 de sa saga avec Frankie Elkin. Le tome 1 était l'été d'avant. Frankie Elkin, elle est spécialisée pour retrouver les personnes disparues. C'est une civile, hein. Elle est pas du tout enquêtrice ou quoi que ce soit. C'est une civile et elle s'est fait comme passion de retrouver les personnes disparues, mais pas les personnes disparues qui viennent de disparaître. Elle se penche vraiment sur les vieux dossiers que la police a abandonnés, que elle a les laissés pour compte parce que du coup la police n'a pas enquêté parce que c'était pas les personnes les plus intéressantes à retrouver. Et Frankie Elkin, là, cette fois, elle va partir pour retrouver un jeune homme qui a disparu lors d'une randonnée, qui était son enterrement de vie de garçon. Ils étaient 5 amis à être partis à cette randonnée, et un des 5 ne reviendra jamais, et c'était celui qui était le futur marié. Et donc Frankie Elkin va participer à la dernière recherche qu'ils vont faire, donc 5 ans plus tard, je crois, dans mes souvenirs, ouais, c'est ça, 5 ans plus tard. Donc c'est la dernière qu'ils vont faire pour espérer retrouver ce jeune homme. Et Lisa Garner, et ben dans ce titre, elle a vraiment tenté autre chose. Voilà, elle est sortie de ses sentiers battus, si je puis dire, et elle a vraiment tenté autre chose, et j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Il m'a manqué quand même ce petit quelque chose qui fait toujours très plaisir avec Lisa Garner, c'est la psychologie des victimes. Là, je trouve qu'elle l'a un peu laissé de côté. Il apparaît un peu, il revient de temps en temps chasser le naturel, et le naturel revient en galop, comme on dit. Mais c'est vrai que elle l'avait un peu laissé de côté. Il revient par moments, il ressurgit par moments. On va apprendre beaucoup de choses sur ce qui s'est passé pendant cette soirée. On va apprendre beaucoup de choses sur les personnages. On va apprendre beaucoup de choses aussi sur tout ce qui se passe aux États-Unis au niveau des randonnées. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui disparaissaient en randonnée et qu'on ne retrouvait jamais. Donc voilà, j'avais découvert le poteau rose bien entendu avant la fin. C'est vrai que bah, Lisa Garner, c'est rare que elle arrive à m'attraper sur ça. Lisa Garner, elle m'arrive plutôt sur le côté personnage et humain. Et je trouve que là encore une fois, elle a réussi à relever un peu tout. Même si je suis un peu déçu pour ceux qui l'ont lu, parce que j'ai trouvé que le fait que beaucoup s'en sortent, c'est quand même très étrange. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais c'est vrai que voilà, elle a réussi à bien mener son roman, bien mener son rythme. Et je me souviens, j'étais en train de lire, je me dis, mais comment elle va faire? Parce qu'au fur et à mesure, on apprend des révélations. Je me dis, mais je suis à peine page 200, il lui reste encore 250 pages à tenir. Comment elle va faire pour me tenir jusqu'à 250? Et en fait, elle va incorporer un élément dans son histoire qui fait que du coup, on va être accro, on va vouloir savoir par la suite comment ça va se passer, comment on va découvrir la vérité autour de cette soirée, autour de cette disparition. Et c'est vrai que c'est très bien fait, et il y a toute une fin qui est assez touchante avec le personnage de Frankie Elkin. C'est pour ça que je vous dis que le naturel revient au galop quand vous le chassez. C'est que vraiment à la fin, elle se concentre sur son personnage de Frankie Elkin, sur les débats internes qu'elle a. Frankie Elkin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ancienne alcoolique. Elle se bat contre sa maladie depuis des années. Sa maladie lui a coûté cher, très cher. Et c'est un truc qu'elle affronte. Donc on l'apprend dans le tome 1. Elle affronte ses démons depuis des années, et un peu ces recherches de ces disparus, de se laisser pour compte, c'est un peu sa drogue, donc qui la met un peu parfois un peu au challenge, bah,
de survivre aussi à son alcoolisme. Donc je trouve ça, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, très bien fait, très bon roman. J'ai hâte de croiser Lisa Garner au quai du Polar. Il m'en reste toujours dans ma palle. J'espère qu'elle va finir par réécrire un peu sur Didi Warren, parce que là, pour le moment, j'ai vu que les 2 prochaines sorties, je pense que si Albin Michel continue à suivre les sorties de Lisa Garner, les 2 prochaines seront encore du Frankie Elkin. Donc j'espère qu'un jour, elle va réécrire sur Didi Warren, qui est mon personnage fétiche de cette autrice. Il m'en reste 2 de Didi Warren à découvrir, donc j'espère que d'ici là, elle nous aura trouvé un nouveau roman sur ce personnage que j'adore. Voilà, donc Lisa Garner, comme d'hab, gros coup de cœur, gros. Je vais sur un terrain bien bâti, si je puis dire, à chaque fois que je vais avec elle. Je sais où je mets les pieds, je sais que je vais avoir une bonne histoire, un bon roman. C'est ça. En plus, je trouve qu'elle a pas la prétention de vouloir renverser les codes. Elle a pas la prétention de. Voilà, c'est efficace. C'est efficace et ça marche à chaque fois avec moi. Voilà, je vous laisse. C'était mon dernier titre du coup que j'ai lu. J'espère que ce bilan en lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous font envie, qui vous ont plu, que vous avez lu aussi. Peut-être qu'on puisse échanger sur Instagram plus en message privé parce que dans les commentaires ça évitera de spoil. Je vais lire le tome 2, je vous l'ai pas dit, mais le tome 2 de la Guilde des Ombres, je vais le lire en février aussi avec Lully. Actuellement, je suis dans Charlie de Stephen King. J'ai quasi fini, hein, il me reste une soixantaine de pages. Donc ça va se terminer assez vite. Et après, j'enchaînerai. Alors, j'aimerais essayer de avancer un peu le meilleur des mondes. J'ai juste mis le marque-page, je ne l'ai pas encore lu. Mais normalement, suite au vote des abonnés, je vais lire en lecture commune avec Caro Rouge de Pascaline Nolo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À la prochaine. Bye tout le monde.